Donc pour cet atelier autour du mur d'images, je vais vous proposer de commencer par l'image qui fait l'affiche et le programme de cette journée d'études. C'est une image de William Burroughs en train de manipuler ses propres photographies. C'est une image que j'aime beaucoup depuis longtemps que je pense au mur d'images. C'est ce genre d'image que j'ai en tête, de quelqu'un qui se met en scène, dont on voit les mains en premier et dont les images cachent même le visage. Donc je voulais vous proposer de réfléchir à ces quelques exemples. C'est un portrait, un autoportrait qui fait partie de toute une série. Alors il y en a 2 autres exemples ici qui ont été montrés dans l'exposition de la Beat Generation à Paris. Mais voilà, j'ai envie de vous demander un petit peu qu'est-ce que suscite cette image chez vous et qu'est-ce que vous en feriez? Et c'est pas des images transparentes. Donc c'est-à-dire, il ne voit carrément pas à travers l'image. Parce que ça pourrait être aussi des transparents. Oui. Évidemment, c'est un jeu sur la transparence de la photographie, j'imagine. Oui. Donc, ici, ce sont des vitres, mais on en a d'autres où ce sont des miroirs, justement. Ça se cache un peu. Les images, Moi, ce qui m'interroge, c'est aussi l'ombre portée sur le bas de l'image, en fait, qui est quand même assez, en général, typique des photos ratées, où l'opérateur se reflète dans la photo qui est prise. Et du coup, je ne sais pas si c'est l'appareil qui est reporté ou s'il y a quelqu'un derrière l'appareil. Enfin, je trouve que c'est étrange. Enfin, c'est intéressant qu'il ait gardé une image où on voit le reflet, en fait, soit de l'appareil, soit de l'opérateur. Est-ce que tu peux rappeler le contexte de la publication? Parce qu'en effet, ici, on a 3 images, mais quelle était l'image qui a été publiée, par exemple? Quelle était l'image que lui a choisie comme son image préférée? Je ne crois pas que ça soit publié, mais c'est plutôt les images qui ont été tirées ou pas. Ici, on a des images qui sont restées sur négatif, qui ont été tirées que pour l'exposition, et celles-ci auraient été tirées. Mais je ne suis pas sûre qu'elles aient été exposées, ou alors peut-être elles ont peut-être circulé grâce justement au groupe qui est venu lui rendre visite et pour diffuser ces images. Non, c'est juste parce que dans chaque image, le rapport entre les images et son visage est différent, parce qu'ici, c'est complètement caché. Ici, c'est plutôt devant la poitrine qu'il tient cette plaque de verre, et on voit quand même pas ses yeux, donc, mais on voit le visage, une partie du visage. Et ici, en fait, une partie de la bouche et l'œil droite est d'une certaine manière soulignée par le fait que les autres parties sont cachées ou couvertes par la photographie. Une photographie qui ne montre pas le visage. Donc ici, il y a évidemment un jeu de révéler et de cacher en même temps le personnage en utilisant la photographie comme médium, d'un côté transparent, parce que voilà, la photographie montre quand même un objet tel qu'il apparaissait devant la caméra en réalité, et en même temps, la photographie bloque la vue sur la réalité, dans ces cas-là, sur le visage de Burroughs. Donc c'est pour ça que je pose la question, s'il y a voilà, moi j'aurais presque dit, ça c'est l'image qu'il aurait peut-être préférée. Ouais. Ce qui est très connu chez Burroughs, c'est toutes les peintures qu'il faisait sur des éléments de mobilier, de portes de placard, et qui sont des peintures abstraites, très matiéristes. Et je pense que là, c'est pas un hasard que les images qu'on voit sont pas mal des effets de matière, de forme, géométrie, dont on ne distingue pas vraiment quelle est l'origine. Pour moi, ça fait quand même pas mal écho à sa peinture et à ce qu'on peut redécouvrir aujourd'hui de ce qu'il a laissé. Il peignait dans la maison, partout, la moindre petite chose qui était disponible. Il faisait de la peinture et parfois même, je crois, rajouter des images dessus. Donc c'est très en écho, je trouve. Alors pour jouer le contraste, la surprise aussi, je voulais vous faire réagir sur les mood boards, les fameux mood boards, parce que depuis que je commence à parler du mur d'image, c'est un exemple
c'est un exemple qu'on me donne souvent. On me dit, mais alors le mur d'image, c'est ce que font les graphistes, c'est ce que font les metteurs en scène qui, sur un tableau, vont punaiser justement des éléments d'inspiration. Et donc c'est vraiment un outil qu'utilisent les graphistes quand ils doivent travailler avec des clients. Ils demandent, voilà, on va faire un mood board, donc c'est un tableau d'humeur où on va mettre plein de choses qui nous inspirent, des dessins, des bouts de ruban, des choses de la nature, etc. Benoît, c'est toi qui me disais que c'était une sorte de forme qui était souvent utilisée par des auteurs de BD ou, enfin... Oui, en fait, tous les auteurs de bande dessinée, je pense, dessinent souvent avec un mur d'images devant eux, pour ne serait-ce que les références, souvent comme une documentation visuelle d'où s'inspirer. Mais moi, ce à quoi ça me faisait penser le mood board, c'est via le ciseau. En fait, c'est toute la tradition du scrapbook, qui est aussi cet objet, on va dire un peu antique, qui démarre au 19e siècle. Et puis qui revient à l'époque contemporaine de façon commodifiée, comme une expérience qui fait l'objet d'un marketing en tant que tel. Donc le scrapbook, ou le scrapbooking en français, le mood board, et où l'on présente, on crée une culture matérielle consommable autour de ces pratiques-là, mais qui consiste à découper des fragments, à les organiser comme une archive temporaire, une archive de choses qu'on pourra redéployer par après. Ça me faisait penser par rapport à Bauhaus, c'est que chez Bauhaus, les images sont fixes. Donc il ne les a pas... au début, avec les 3 photos, je pensais qu'il les aurait réarrangées entre les photos, alors qu'elles sont... c'est quelque chose de fixe, et en même temps, on voit la ligne de la vitre, elles ne sont pas fixées. Donc il peut les changer, mais on ne voit... Et, comme tu disais, on ne sait pas... si c'est une œuvre, si c'est quelque chose qui a été réarrangé, si c'est quelque chose... voilà. Ouais, c'est très intéressant de savoir si c'est pérenne ou pas, et le fait qu'il le photographie, ça le rend pérenne, alors même que l'assemblage ne l'est pas. C'est pour ça que je reviens à la table. Par rapport au mood board et aux questions de création, c'est lié aussi à l'un ou l'autre entretien que j'ai pu faire avec des écrivains, je pense, et je crois que c'est un cas qui sera soumis à un moment, mais je pense à Yannick Enel notamment, cette idée du mur d'image, de créer un environnement imagé autour de soi, c'est un peu dans cette idée de créer un univers particulier, favorable à la création. Et j'ai pas tous les noms en tête, parce que voilà, mais je sais qu'il y a un certain nombre d'écrivains et de manière plus large d'artistes qui, avant de débuter une création, doivent s'imprégner de ces images et constituer, c'est un peu le sous-texte ou l'avant-texte, et vraiment cette idée de... Et là, c'était pour le coup Yannick Enel qui disait « Maintenant, je ne peux pas débuter un projet sans être passé par là ». Et donc, je pense aussi à toutes ces questions de ritualité, dont on a pu travailler ici dans l'université et tout ça, ritualité de la création, de étapes presque préliminaires pour certains ou certaines. Et c'est aussi le mot « mood » qui me fait penser à ça, c'est vraiment se mettre dans une disposition même... je vais dire ontologique, non c'est un peu trop ça, mais une disposition d'esprit qui va permettre de s'engager dans le mouvement de la création, mais comme un moteur. C'est pour ça que je trouve que ce serait intéressant de savoir ce qu'il a photographié, parce que ça peut être des sources d'inspiration, ça peut être des œuvres à lui. On ne sait pas en fait à quel moment ces photos-là entrent dans... est-ce que c'est un moyen de créer, ou est-ce que c'est son œuvre à part entière Puis moi, ça me fait penser un peu aux selfies aussi, parce qu'il y a un truc où c'est comme s'il se cachait, donc en fait, je fais pas vraiment une photo de moi, comme certains sur Instagram, avec une petite phrase humoristique pour dire c'est moi, mais je me prends pas au sérieux, mais en même temps, c'est quand même moi, et c'est quand même moi qui me photographie. Et là, il est là. Et donc, je trouve qu'il y a aussi un truc où... il se cache, mais il se montre, et je trouve qu'il y a un rapport intéressant. J'enlève les exemples non artistiques pour mettre en parallèle le travail d'Aglaïa Conrad, le protocole de création d'Aglaïa Conrad, avec celui de William Burroughs, justement. Alors, c'est des photos que je suis allée prendre la semaine dernière dans son atelier. Donc Aglaïa Conrad, c'est une photographe autrichienne qui vit et qui travaille à Bruxelles, et qui justement, la première fois que je suis allée dans son atelier, j'étais surprise parce que l'entièreté de son atelier est recouverte de murs alors on dit frigolite en Belgique et polystyrène
en France, mais donc de murs d'isolant comme ça, très légers, sur lesquels elle épingle ces images. Et en fait, c'est intéressant ce que tu disais, Corentin, sur Yannick Enel, parce que c'est quelque chose qu'elle a essayé comme façon de faire pour un livre, pour une exposition, et qui petit à petit est devenue sa méthode, sa méthodologie. Et maintenant, elle ne se lance pas dans un projet sans passer par cette étape vraiment du mur d'images sur lequel les images bougent. Ce ne sont pas des tirages photographiques, ce sont vraiment des photocopies noir et blanc de basse qualité, sauf en couleur, où là elle fait quelques tirages couleurs. Mais voilà, donc ce sont ces photographies, hein, là c'est pas une pratique d'iconographe, ce sont vraiment ces photographies. Ça me fait vraiment penser, quand on voit ça, vous parliez ici d'assemblage, du besoin d'assembler les choses entre elles, et on voit vraiment ce besoin de, bon, en tout cas ici c'est pris sur le vif, donc à voir exactement ce qu'il y a derrière, mais il y a une nécessité de se reculer, d'observer et de voir l'ensemble à partir du disparate, de voir à quel point le fragment peut se rapprocher, peut être travaillé soit par contiguïté effectivement, et ici ça se voit très fort, hein, on voit vraiment les images qui se touchent entre elles, qui se recouvrent, et bon là ça se donne ainsi, mais ici il n'y a pas de cadre dans les images, et ici toutes les images sont encadrées d'un bord blanc. Donc moi ce qui m'intéresse vraiment quand on voit une image, c'est ce qu'il n'y a pas dans l'image, ou ce qu'il y a au-delà de l'image. Donc, par exemple ici, littéralement dans les interstices, dans ce qui ne se dit pas et dans ce qu'on peut recréer du lien entre les images, ou de ce que les images, quand elles se rassemblent, cachent un visage, cachent une posture, font écran, laissent paraître certaines choses et en cachent d'autres. Et ici, des interstices, peut-être voir comment est-ce que ces interstices laissent l'espace pour le rassemblement. En parlant d'agencement régulier ou irrégulier, je voulais aussi vous montrer l'exemple d'artistes iconographes. Ici, un mur d'images de coucher de soleil d'Oriol Vilanova, donc, dont on a vu des exemples ce matin. Donc cet artiste catalan qui vit aussi à Bruxelles. Et donc son expo un peu monumentale à la Fondation Tapiès à Barcelone, où il avait exposé l'intégralité de sa collection sous cette forme-là, classée par couleur. Et documentation Céline Duval, dont on a aussi parlé ce matin. Donc là, on est à des agencements très réguliers, qui sont un peu en contraste avec ça, et qui sont aussi en contraste parce que là, ce sont des œuvres finales. Hein, ce sont des choses qui sont dans l'espace public, qui sont montrées comme telles. Donc, on en a déjà un peu parlé ce matin, mais peut-être, Garance, est-ce que ce sont quand même, est-ce qu'on est quand même dans un cas de mur d'image ici, et est-ce que tu appellerais ça comme ça En tout cas, ce qui me frappe dans les deux, c'est que c'est le support de présentation, en fait, qui détermine l'assemblage des images. C'est-à-dire que dans le cas de la Fondation Tapiès, et c'est une pièce qu'il a faite à d'autres endroits différemment, c'est vraiment l'architecture du lieu qui va faire le geste de recouvrir l'ensemble des murs, comme ici, c'est le panneau publicitaire qui va déterminer l'assemblage d'images. Donc on est sur... le support est déterminant et précisément fait œuvre du mur d'image. Mais du coup, moi, je ne parlerai pas de mur d'image parce que c'est déjà en fait, c'est une affiche de co ou une installation presque de papier peint, parce que évidemment dans cette pièce où tout est dans la nuance de couleur, on retrouve à distance l'effet du papier peint et de quelque chose d'abstrait et juste coloré. Là, ce qui serait intéressant de savoir, c'est exactement le contexte de présentation de cette pièce dans l'affichage public. Parce que donc, les images sont des photos de vacances privées, dans l'eau, etc. Donc est-ce que le contexte à avoir ou pas du tout? Est-ce qu'elle l'expose dans un endroit hyper urbain, en plein... Enfin, je pense qu'elle choisit ce mur d'images-là qui est assez homogène, de photos identiques, enfin pas identiques bien sûr, mais sur le même sujet, en fonction de l'endroit, évidemment, du contexte dans lequel elles vont être présentées. Donc là, je pense que le contexte est assez déterminant de l'époque. Alors il y a un autre exemple qui me suit depuis de nombreuses années aussi, qui m'a été fourni par Philippe de Joncker, qui est le dernier mur d'images de Diane Arbus, donc de la photographe américaine, dont Philippe de Joncker dit lui-même qu'il s'est beaucoup inspiré pour sa pratique du mur d'images numérique, de la préparation de son travail, et qu'elle changeait une fois par mois. En fait, elle avait un mur d'images différent une fois par mois. Et Philippe de Joncker dit, mais en fait, elle avait sous les yeux la forme qu'aurait pu prendre son travail, les futurs développements de son travail.
Et donc il fait un texte assez poignant sur ça, qui s'appelle « A Song for Diana Bus ». Et il déclare donc s'en être inspiré pour ce genre de choses, donc qui est la page d'accueil, c'est dans l'autre sens, pardon, qui est la page d'accueil aléatoire de son site internet. Et ça, ce sont des images qu'il poste aussi sur son blog, donc des photos de Diana Arbus, mis en parallèle avec son propre bazar, son propre brawl dans son espace de travail, avec des citations de Diana Arbus. On tourne assez à Burroughs, en fait, avec quelque chose qui est aléatoire, qui n'est pas encore fixé, mais qui doit peut-être le devenir. On n'a pas mentionné la mention de ces cut-ups, c'est comment est-ce qu'on fait un cut-up visuel au final. Lui s'est inspiré des arts visuels avec Brian Gussin pour élaborer le cut-up textuel, mais il y avait toujours la question de l'édiction qui fixait un certain ordre de l'aléatoire, qui ne permettait pas le réagencement, tandis qu'avec des œuvres comme ça semblent appeler justement à être réagencées, peut-être aussi avec les technologies numériques, à être réagencées perpétuellement et à faire œuvre en permettant le réagencement. Parce que si j'ai bien compris, en fait, cet assemblage, il est aléatoire. Oui, à chaque nouvelle connexion, les images se réagencent d'une façon qui est définie par un algorithme préétabli, mais qui n'est pas prévisible. Oui, donc on est quand même dans quelque chose, là encore, de très différent, parce qu'il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de forme fixée par l'artiste. Mais il y a le choix Il y a le répertoire qui est fixe, mais l'agencement du répertoire est aléatoire. Et le choix donné, ce qui est un peu au cœur, c'est un des aspects phares du projet de Philippe de Joncker, c'est ce rapport au hasard. Et donc c'est de dire, parce que voilà, il y a toutes des images qui par exemple ne sont pas accessibles parce que de par l'algorithme, elles se trouvent en dessous. Donc en fait, chacune des images renvoie à un projet de désordre. Des ordres qui seraient une méta-œuvre, ça c'est la page d'accueil, et chacune des images renvoie vers un projet plus ou moins grand. Certains très aboutis, certains inaboutis, certains que de la photographie, d'autres plus, plurimédiatiques. Oui, mais donc ça veut dire que, en fait, plus que ce qu'on voit, ce qui serait intéressant de déterminer dans le processus, c'est la création de l'algorithme. Ah oui, oui, oui. Pour savoir exactement, effectivement, comment va se construire ce mur d'image, parce qu'il y a une sensation, effectivement, de désordre, et que finalement tout est sur le même registre et tout, alors qu'en fait, ce qui est invisible, c'est l'algorithme qui compose ça. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Alors pour cette deuxième session, je voudrais qu'on reparte sur cette idée de l'environnement de travail, du bureau, de l'atelier de l'artiste et du bureau d'écrivain, donc qu'on peut rapprocher. Ici, vous avez 3 exemples. L'exemple de Christophe Pout, qui est un dessinateur de BD qui diffuse sur Instagram, sur Facebook son propre environnement de travail en diffusant ses photographies. Ici, l'exemple d'une revue d'art qui, à chaque numéro, chaque trimestre, donne une photographie d'un bureau d'un artiste. Ici, c'est le bureau de Michel François, qui est un artiste conceptuel. Et ici, vous avez un bureau d'écrivain, qui est le bureau de Yannick Enel, qui est mis en scène et mis en avant, on va dire, par la revue Décapage, qui est apparue en septembre 2018. Donc voilà, des exemples assez différents, en tout cas sur 3 personnes qui travaillent sur des médiums différents, mais qui me semblent assez symptomatiques d'une tendance contemporaine à exposer un petit peu la façon dont on travaille, les coulisses de sa propre création, y compris sur les réseaux sociaux ou dans des publications. Donc la question est la même que pour la première session. Comment vous appréhenderiez ces objets si vous aviez à les étudier en détail? Quels outils vous convoqueriez? Quelles compétences, quelles connaissances vous utiliseriez pour aborder ce genre d'objet? Donc je vais prendre Annelle comme exemple. Pour moi, Annelle, c'est très significatif parce que je vois aussi ce qu'il dit dans le texte. Et ce qu'il dit dans le texte est d'ailleurs en lien avec ce qu'il dit dans l'ensemble de son œuvre, à savoir que ceci, c'est sa table de travail, organisée d'une certaine manière. C'est l'endroit où il pense pouvoir conjurer la difficulté à écrire. Et donc, en fait, c'est à la fois un refuge et à la fois quelque chose, dit-il, qui le met en rapport avec des divinités qui sont d'ailleurs présentes. Et c'est très organisé, puisqu'il dit à gauche ceci, à droite cela, à droite un côté fouillis, à gauche pas. Donc voilà, il y a des choses qui sont
en plus accompagné pour lui par d'autres lieux possibles d'écriture, puisqu'il dit que c'est un endroit où il peut commencer à écrire, mais ce qui marcherait tout aussi bien, ce serait le café, le RER, la marche, c'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'il parle d'Ulysse aussi, en fait, ceci, c'est un lieu incoatif. Et donc, je le vois comme un lieu incoatif. C'est ce qu'il dit, mais c'est aussi ce qui est présent thématiquement et d'une manière formelle dans l'ensemble de son œuvre. Donc, je ne le juge pas isolé. C'est un lieu possible, il y en a d'autres, et ce sont des lieux de marche, et c'est le lieu où je suis Ulysse, dit-il. Et donc, ce qui veut dire que pour moi, de même que dans la syntaxe narrative de Hanel, on est dans le troisième cas de figure, c'est-à-dire ce qui permet de transformer les choses, d'épouser un mouvement, et c'est ce mouvement même qui est important pour lui. Donc ça, c'est la manière dont je pourrais analyser ça. Et si je le fais aussi en rapport avec deux autres théoriciens qui sont des théoriciens de la lecture que je trouve fondamentaux, qui sont Starobaski d'une part et Schelbourg de l'autre, Christian Schelbourg. Pourquoi? Parce que ce qui m'a toujours intéressé, moi, c'est comme eux, de voir quelles sont les motivations de la création. Et je pense que pour comprendre ça, il faut que je comprenne un peu mieux les motivations de la création. Et les motivations de la création, elles ne sont pas seulement visibles dans ce qui est écrit, mais aussi dans tout ce qui fait la vie d'un homme, c'est-à-dire aussi ce qui va lui permettre d'entrer dans le mouvement de la création. Pourquoi est-ce qu'il sera interpellé par des images? Ici, par exemple, des images culturelles, hein, on voit bien, hein, les dieux, c'est pas n'importe lesquels. Il y a des images, ici le cerf, c'est l'importance du mythe de Diane chez lui. Enfin, on peut trouver des tas de références culturelles chez Hanel, qui est un grand citationniste. Et donc, ce que me permettent de faire Starobaski et Schelbourg, c'est une position de principe qui est la leur, et que je partage, et qui est confortée parce que ce qu'il dit ici, ce petit cinéma intime doit conjurer l'impossibilité d'écrire. Hein. Et donc, la position de base de Starobaski, c'est que l'impossibilité à vivre doit, dans une œuvre, se transformer en possibilité d'écrire. Et Schelbourg ne dit pas autre chose, il le dit un peu autrement. Lui dit que l'œuvre, quelle qu'elle soit, l'œuvre est une manière de compenser une blessure dans le réel par un autoportrait satisfaisant de soi sur le plan symbolique qui est dans l'œuvre. Alors ça veut dire que des deux côtés, ce qu'on fait, c'est s'intéresser en longue durée à l'œuvre. Parce que tous les deux pensent, et je trouve que l'image de Starobaski est très belle quand il dit qu'une œuvre, c'est une dramaturgie intérieure qui se déploie dans l'ensemble d'une œuvre et aussi dans l'ensemble d'une vie. Et dans cet ensemble de vie, il y a aussi ce à quoi cet écrivain s'est intéressé. Quelles sont les images qui lui ont parlé? Pourquoi celle-là et pas d'autres? Et pourquoi est-ce qu'il les a mises comme ça et pas autrement? Et en fait, ce qui se donne à lire, ici, c'est un flash. Mais je peux prendre l'ensemble des choses, des images auxquelles il s'est intéressé, des films qu'il a commentés, des livres qu'il a écrits, des commentaires qu'il a fait, des tableaux, enfin, etc. Ce qui se donne à lire, c'est vraiment le désir profond qui est en lui, qui est le secret même de sa création. Et donc tout ce qu'il va me donner, il va me le donner, mais sous forme d'énigme. Pour comprendre cette énigme, je dois faire superposer beaucoup de choses, parce que ce qui va se donner, ce ne sont pas des figures, ce sont des cristallisations dans certaines figures de certaines forces. Et ces forces, elles sont toujours mouvantes. Donc, quand je lis un roman de Hanel ou quand je vois une photo aujourd'hui de son bureau, j'ai une cristallisation à un certain moment de ce qui correspond à ce désir, à ce secret, à ce moteur de sa création. C'est une dramaturgie. Mais justement, en tant que dramaturgie, si je peux juste intervenir, ceci est une construction de page, a fortiori avec l'étagement du texte qui vient s'emboîter parfaitement à l'image, et l'image elle-même qui présente des agrandissements, etc., comme une espèce de mise en abîme le texte étant la mise en abîme de l'image, et l'image dans la mise en abîme du texte. Cela étant, c'est vraiment de l'ordre d'une pure construction. Donc il n'y a pas que du mouvement incoatif. Pas pur. Bah, pas quand pur. même, Il y a une construction, mais elle n'est pas pure parce que les éléments de cette construction, pour une bonne part, ils ne les maîtrisent pas.
Sauf que l'intimité d'un auteur est déjà mise en scène dès l'instant où il la donne à voir publiquement. On n'est plus dans la pure intimité, on est dans un effet d'intimité plus que dans une intimité. Non seulement il la donne à voir, puisqu'il donne accès, mais en plus il la commente. Oui, il l'explique en texte. C'est pas, je dis, il n'a pas juste fourni des photos, il a en plus pris le temps de commenter et en plus de donner des indications. C'est aussi quelque part un biais en même temps, parce que nous, on est guidé dans l'interprétation qu'on fait de son bureau. Et ça, pour faire le lien avec les photos que tu viens d'apporter, c'est peut-être un trait commun que l'on trouve déjà chez les Goncourt, qui en plus de photographier leur maison ou de se mettre en scène là pour Dornac, éprouvent le besoin de mettre en récit leur intérieur. Donc ça a commencé évidemment avec la maison d'un artiste en 1881, des Goncourt. Et ce texte-là, qui est accompagné d'images de leur intérieur, a été très important, à la fois pour la poétique de la collection et puis pour les intérieurs. Oh, pardon, excusez-moi. C'est magie. On voulait des effets, oui, c'est ça, voilà, l'intimité. Changer. Oui, l'intimité, c'est bien. Et donc, j'aime beaucoup cette photo. Bon, d'abord parce que la pose de Goncourt, je vous la décris, qui est allongée sur le sofa, est vraiment atypique pour les mises en scène d'écrivains qui sont toujours assis ou debout à leur bureau. Voilà, ça c'est Bourget en 93, et celle-là, elle a été prise par Dornac, nos contemporains chez eux. Et elle est intéressante cette photo aussi parce qu'en fait, elle se passe dans le grenier. Le grenier, vous savez, c'était le lieu au second étage de leur maison rue d'Auteuil où ils ont créé un petit cénacle littéraire où des écrivains se rencontraient le dimanche après-midi, évidemment triés sur le volet. Et ça a commencé en février 85, soit 4 ans après la maison d'un artiste. Donc c'est un coin qui n'obéit pas au même agencement des images que le reste de la maison. Et finalement, nous, on peine peut-être à identifier les œuvres, et c'est ces commentaires qu'il fait dans son journal personnel qui nous permet de trouver la fonction de ce mur d'images, puisque c'est une série de dessins de Gavarni sur lequel il a écrit un livre et avec qui il était ami. Et dans le journal où il décrit cette pièce, il dit que c'est une chapelle à la mémoire de l'ami Gavarni. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on ne l'a pas eu encore comme fonction pour le mur d'image, cette fonction commémorative à la mémoire d'un artiste qui a compté évidemment pour Edmond Goncourt. Je voulais vous donner aussi le cas de Pierre Loti, donc qui est aussi un exemple ancien, mais de la maison de Pierre Loti, qui a elle aussi été très médiatisée. Donc là, c'est le mur des portraits, donc avec des portraits de proches, mais vous avez aussi... Il y a même une sorte d'hôtel, enfin, oui. Il y a une dimension quasiment religieuse de ces images qui sont exposées ici. Pourquoi celles-ci sont exposées sur une table et non pas accrochées au mur? Oui. Ici, il y a toute la galerie des médailles, des chapelets. Oui. Voilà. C'était vraiment religieux chez Loti, puisqu'il avait même une salle de reliquaire où il y avait des enveloppes qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir avant sa mort, enfin, qui avaient été entreposées là en attendant le post-mortem. Enfin. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est similaire entre ça et ça et ça. Enfin, tout ce qu'on voit, quelle que soit maintenant la manière d'agencer les choses, encadrées ou pas encadrées, dans des ordres ou dans l'ordre, avec beaucoup de vide ou pas de vide du tout, éphémère ou au contraire bien casé, ça ne changera pas de place, c'est quand même qu'on est devant la constitution d'un miroir de soi. Mais d'autres exemples un petit peu plus récents d'écrivains dans leur environnement, où le mur d'image a une grande importance. Là aussi, je pense qu'on gagne à la comparaison avec Loti, avec les Goncourt et avec Verhaeren aussi. Donc c'est André Breton dans son atelier. Alors c'est pas un mur d'image à proprement parler, c'est un mur, c'est comme ça qu'il l'appelle, mais il y a aussi des objets et des images. Et l'exemple de Ramon Gomez de la Serna, qui est un des meilleurs exemples de mur d'image que j'ai pu trouver ces dernières années, qui est donc un écrivain espagnol qui à 5 reprises avait entièrement recouvert les murs de son bureau, qu'il appelait sa chambre de travail ou sa chambre aux images. Il avait donc recouvert entièrement d'images découpées dans la presse ou dans des livres. Alors voilà comment appréhender ces objets, comment les comparer, quels outils mettre en œuvre.
Ouais, ce qui m'intéresse quand je vois toutes ces images, mais aussi bien celle-ci, en fait, c'est à chaque fois à quel point les images qui sont effectivement des murs d'images préfigurent, de par leur statut de mur finalement, en toile de fond. Et ici, on voit bien la plume qui est à l'avant et les deux auteurs qui sont à l'avant par rapport à ce qui fait arrière-plan. Donc c'est cet amas, ce florilège, ici c'est assez explicite d'images, qui donc en toile de fond servent un peu d'une certaine manière aussi peut-être d'inspiration donc à l'écriture, à la création. Je pense en fait à cette notion de bibliothèque d'écrivains, mais une bibliothèque élargie qui donc, ne comprend pas juste les livres qu'ils ont lus, mais tout ce qu'ils ont vu, donc le répertoire de leur expérience, de leurs expériences esthétiques, de regardeurs en l'occurrence, qui imprègnent finalement leur poésie, leur poétique, dont ils sont en fait un peu les acteurs par rapport à ce panorama en fond. Donc la façon dont une iconothèque pourrait être appréhendée comme une bibliothèque en fait, oui, avec les mêmes outils. Mais je rebondis sur ce que tu dis parce qu'en fait pour de la Serna c'est encore plus frappant parce qu'il le dit lui-même en fait. Toutes les images qu'il compile et qu'il met, et donc là en plus on voit bien l'importance de la verticalité puisqu'il se sert du paravent, mais en même temps il n'en colle pas sur son bureau parce que la visualité, enfin il a besoin de les voir les images. Parce que, et là il le dit lui-même en fait, ce qui se passe c'est que par association automatique notamment, en fait ça va servir son œuvre et ça va lui servir d'inspiration. Et en fait donc toutes ces images il les collecte un peu au hasard, par contre quand il les colle, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la fois ça peut paraître oppressant au départ, mais en même temps on remarque qu'il y a une certaine harmonie dans la façon dont il les colle. Et en même temps, il va aussi faire la même chose avec énormément d'objets, puisqu'il récoltait notamment des mannequins, un presse-papier dont il va parler dans une de ses œuvres. Et donc en fait, tout cet univers qu'il crée avec ses images et les objets qu'il collecte, il va s'en servir par après en fait comme inspiration dans ses œuvres. Au sujet de poser en train de faire, alors je sais, Marguerite Duras n'est pas en train de faire ici. Non mais, restez. Mais je ne connais pas grand-chose de cette image, mais ici, je trouve que c'est particulièrement intéressant parce qu'on a le regard d'un écrivain sur ces photos. Alors on n'a pas les mains, mais justement, elle n'est pas du tout en train de poser. Après, peut-être que l'image est volée ou est prise sur le vif, enfin... Je ne connais pas du tout le contexte de photographie, ça fait partie d'un catalogue d'exposition. Oui. Mais c'est vrai que dans le cas de Duras, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mise en scène du regardeur, enfin de ce qu'on disait ce matin sur le regardeur, y compris dans ses romans, et dont cette photographie me semble être... emblématique, complètement emblématique. Dans la mesure où en fait, donc elle a toujours fonctionné avec des pêle-mêle, enfin je vais appeler ça pêle-mêle parce que c'était le terme qu'elle-même utilisait, qu'elle mettait souvent à proximité, ça j'ai remarqué, elle mettait ça souvent à proximité des miroirs, ce qui est quand même assez intéressant aussi parce que finalement c'est une mise en scène d'elle en tant que regardeuse. Et voilà un exemple de pêle-mêle. Voilà, l'exemple de pêle-mêle, celui-là c'est celui de Naufle-le-Château, donc sa maison dans les Yvelines. Et en fait, ce qui se passe c'est que les pêle-mêles ne sont devenus, ont été offerts au public de manière séparée quand elle a commencé à faire des livres d'entretien et à ajouter dans ces livres d'entretien des photographies qui représentaient justement ce dont elle parlait, notamment toute sa jeunesse indochinoise, sa mère, son père, son frère, enfin un de ses deux frères, etc. etc. Et il se fait que ces photos intervenaient dans les livres d'entretien et ça lui a donné une idée de faire un livre justement consacré uniquement à ces photographies qui sont des photographies qui l'ont inspiré pour son œuvre, en l'occurrence à l'époque Un barrage contre le Pacifique en 1953. Et il se fait que ce livre qui devait être un livre de photographie légendé est finalement devenu tout autre chose et c'est devenu L'Amant qui finalement a été le prix Goncourt 84 et qui ne comporte plus aucune photographie. Mais il n'empêche que L'Amant se construit autour de ce qu'elle appelle une photographie absolue, c'est-à-dire la photographie qui n'a pas pu être prise et qui donc manque au tableau. Elle manque au pêle-mêle, justement. Et donc le texte vient comme suppléer ce qui manque. L'image vient nourrir le texte, vient lui permettre, vient lui insuffler son énergie. Et d'un autre côté, par contre,
en fait, le texte vient suppléer à ce qui manque en termes d'image. Et donc, quelque part, le fait qu'elle soit toujours dans ce regard qui est un regard rétrospectif et aussi un regard bêtement spéculaire, elle se met face à elle-même. En fait, on le voit peut-être pas très très bien, mais il y a une photo d'elle prise sans doute une petite vingtaine d'années plus tôt. Il y a une image de Delphine Seyrig dans India Song, une autre image d'elle-même ici par derrière. Et en fait, toutes ces images sont comme des miroirs supplémentaires dans lesquels elle se reflète. Et il est vrai que toute la fin de sa vie, ça n'a plus été que des œuvres à caractère autobiographique, autofictionnel si on préfère, mais en tout cas, voilà. Et c'est vrai qu'elle se met elle-même en scène, même si ces photos-là apparaissent dans des documents. J'ai lu quelque part que faire un montage, c'était penser avec les mains. Et donc, bon, cette façon d'agencer son espace de travail dans lequel on évolue, c'est aussi il y a une sorte de proximité physique par le biais de la main de l'écrivain qui agence ces images. Et en même temps, quand on regarde des portraits d'écrivains, souvent on voit des portraits de leurs mains écrivant. Donc il y a vraiment ce fétichisme de la main créatrice de l'écrivain qui, en plus de ça, va agencer les images et va créer cet univers par rapport au mur, justement, plutôt qu'à la page. Oui, c'était assez... Oui, c'est bon. Je pense que c'est le son. Oui, c'était le son. Oui, juste avant, c'est bien, c'était très bien. J'y restais l'après-midi. Belle expérience. On refera. Ça a bien marché. Malgré le train, ça fait moins de temps. Je veux dire le contexte en même temps, mais. Je vais se rapprocher parce que là j'ai un peu séparé les choses pour des questions d'examen. Merci pour ta présence en tout cas. À bientôt. Avec plaisir. Très bien. Super. On va travailler ensemble. Excellente idée. C'est bien, ça a bien marché finalement. Encore un autre effort. Ça fuse.